Nous avons distingué jusqu'ici au moins terminologiquement Überleben et Fortleben. Fortleben indique simplement que l'œuvre est entrée dans le règne de sa durabilité. Elle continue dans le temps et cette continuation est un phénomène de mûrissement qui va vers la gloire. Avec la traduction, l'œuvre brusquement accède à une vie supérieure. La traduction fait passer l'œuvre, ou plutôt sa survie, à un autre niveau. L'Uber de la traduction fait entrer l'Uber de la vie de l'œuvre. Ce n'était qu'un fort, une continuation dans une dimension d'élévation, car Uber c'est au-delà et au-dessus. Vie, survie, sur le mode de la continuation. On passe ici de la temporalité de la perpétuation à la temporalité de l'élévation, c'est-à-dire à une sphère temporelle différente, sphère où c'est tout le temps de l'œuvre qui change, qui devient sinon accomplissement, du moins annonce de l'accomplissement. Telle est la dimension que nous aurons à penser dans la suite du commentaire. On peut dire dès maintenant que le texte lui-même passe à un autre niveau. Une remarque enfin, j'ai laissé de côté tout le centre du paragraphe où Benjamin tente de penser la vie et celle de l'œuvre au premier chef comme histoire. La suite du commentaire nous donnera l'occasion d'y revenir. Cahier 4. La dernière phrase du paragraphe 4 énonce que par la traduction, l'œuvre atteint son déploiement Entfaltung, le plus tardif et le plus étendu, Umfassen best. Ce déploiement n'est que l'un des moments de la vie de l'œuvre qui est caractérisé par un constant renouvellement. Nous avons vu en quoi la traduction était un fruit tardif de l'œuvre. Resterait à voir en quoi elle correspond à son déploiement le plus étendu. Le paragraphe 5 cherche à dire quelle est l'essence de cette Entfaltung. Benjamin énonce: ce déploiement en tant que celui d'une vie originale et élevée est déterminé par une finalité originale et élevée. Apparaît ici, pour la traduction, le concept de finalité. Par une démarche qui est caractéristique du texte, en tout cas de tous les paragraphes que nous avons commentés, Benjamin commence systématiquement et immédiatement par une digression d'ordre philosophique, ce qui porte sur l'essence de la vie. Benjamin disait lui-même qu'il n'y avait pas de différence entre la thématique d'un texte et la digression. Chaque paragraphe comporte une digression. Dans le troisième paragraphe, si vous vous souvenez bien, la digression portait sur l'inoubliable. Dans le quatrième paragraphe, sur l'essence de la vie. Dans le cinquième, sur la vie et la finalité. Dans le paragraphe 4, Benjamin avait affirmé la vie dont l'œuvre est l'une des formes les plus connaissables est en son fond histoire. De là surgit pour le philosophe la tâche de comprendre toute vie naturelle à partir de la vie plus étendue, ou plus vaste, umfassender, de l'histoire. Phrase que nous avions sautée et sur laquelle il convient de revenir. La philosophie y apparaît pour la première fois et il ne quittera plus le texte. Philosophie et traduction sont apparentées en ceci qu'elles se tiennent toutes deux sous la loi d'une tâche. Tout ce qui concerne une tâche concerne, nous l'avons vu, la résolution d'une dissonance. Nous verrons que la résolution d'une telle dissonance est la même pour la traduction et pour la philosophie. Cette historicité de la vie, si elle est faite de mutation, d'engendrement, de mûrissement, est régie par une finalité, par un but. La vie est le règne des finalités et de la finalité. Elle est le domaine d'être où il y a de la finalité. Mais sur un mode curieux, sur le plan de l'intuition immédiate, le caractère finalisé des phénomènes vitaux ou historiques saute aux yeux. Par contre, sur celui du savoir objectif, l'immédiateté sensible de la finalité de la vie se dérobe, car le savoir partout ne trouve que des rapports de causalité, ou au mieux de fonctionnalité. La fin n'est pas un concept de la connaissance comme la cause ou la fonction. Benjamin fait allusion aux célèbres pages de la critique de la faculté de juger de Kant, consacrée à cette problématique. Toutefois, hors de portée de la connaissance objective, il existe une corrélation de la finalité du vivant. Zusammenhang est du même genre que celui qui relie l'original et la traduction, un mélange d'intimité et de distance, car toutes les finalités inhérentes au vivant renvoient à une fin qui, elle, ne leur est pas immanente, mais doit être cherchée hors de la vie, au-delà d'elle, et même au-delà d'elle, au-dessus d'elle. La finalité de la vie est Über la vie. Ceci peut s'éclairer à partir de la considération suivante. La vie jamais n'est sa propre fin, ou encore, elle n'est pas une valeur absolue. La vie doit parfois être sacrifiée pour que son sens ou sa fin s'accomplisse.
et même apparaissent. C'est donc que ce sens constitue à la fois sa signification et son essence la plus intime, et quelque chose qui est distinct d'elle. On peut appeler cela la séparation de la vie et de son essence. La vie est dominée par une finalité qui lui est simultanément immanente et transcendante, ce qu'exprime le Weber allemand. La fin de la vie est au-delà et au-dessus d'elle, et pourtant en elle, sinon ce ne serait pas sa fin. Tous les phénomènes vitaux doués de finalité, ainsi que leur finalité, possèdent au bout du compte une finalité non pour la vie, mais pour l'expression de son essence, pour la présentation de sa signification. La finalité de la vie est la présentation, Darstellung de son essence ou signification. Cette finalité ne signifie rien pour la vie, même si elle concerne ce que la vie possède de plus profond. Darstellung est un terme fondamental du romantisme allemand. Ce n'est pas la représentation Vorstellung, comme l'invite à penser la traduction de Gandillac, mais très directement la présentation. Les expressions de la vie dont parlait Benjamin plus haut, celles qui ne signifient rien pour elle, sont donc ses auto-présentations. En ces auto-présentations paraît sa pure essence. Mais si la vie est histoire, cela veut dire que sa finalité est son auto-présentation. Seulement, cette finalité n'est pas actualisée. Si l'histoire est histoire de l'auto-révélation de la vie, cette histoire ne produit pas de présentation absolue, définitive de l'essence de la vie. En d'autres termes, la signification de la vie ne se présente que fragmentairement ou par signes. Si nous appliquons cela à la relation de l'œuvre et de l'original, nous dirons la finalité de la traduction est la présentation de cette pure signification immanente à l'œuvre et en même temps étrangère, signification dont l'œuvre ne se doute pas et que la traduction va produire au jour. C'est une manière de traduire Darstellung. Cette présentation s'accomplit en partie sur le mode de la traduction dont, à son tour, c'est la finalité. La traduction est l'un des modes de cette mise au jour de la signification immanente à une œuvre. Ce n'est pas le seul, puisque Benjamin insiste ailleurs sur le fait que la critique a exactement le même rôle. La finalité de la traduction serait la présentation de la signification immanente à l'œuvre. Nous verrons dans un instant pourquoi Benjamin ne suit pas cette direction de pensée, mais nous pouvons la développer pour lui. La Darstellung et de l'œuvre opérée par la traduction qui assure son Neuberleben reste partielle, fragmentaire, annonce de Darstellung plutôt que Darstellung, achevé. Néanmoins, et pour nous c'est l'essentiel, c'est essentiel, la traduction est fondamentalement Darstellung, de l'essence de l'œuvre, ou de la Bedeutung. La présentation de la signification de l'œuvre est fragmentaire, partielle. Il y a là deux moments importants dans le fait que la traduction soit présentation de la pure signification de l'œuvre et qu'elle soit présentation fragmentaire, inachevée ou inaccomplie. Il n'est pas sûr que Benjamin en ait eu conscience. La traduction n'est pas transmission du sens, mais présentation de la signification immanente à l'œuvre, du mode sur lequel à chaque fois de manière unique, l'œuvre signifie ou plutôt est signification. Là encore, le concept de signification concerne la manière dont l'œuvre est signifiable dans sa totalité indépendamment des sens qu'on peut lui découvrir empiriquement. L'œuvre est captation d'une signification, d'une Bedeutung infinie, inanalysable, insondable. Pour une raison qui, au point où nous en sommes de notre commentaire, n'est pas tout à fait claire, l'œuvre est incapable de dégager elle-même, de produire elle-même cette signification qu'elle est. Il faudra donc un deuxième moment, évidemment extérieur à l'œuvre, pour que cette signification apparaisse, se présente. Les moments qui permettent de dégager cette signification dans toute sa pureté sont, pour les romantiques, la traduction et surtout la critique. Nous pouvons mieux comprendre aujourd'hui cette essence de la traduction à partir de Hölderlin. Pour Benjamin, la référence à Hölderlin, traducteur, était fondamentale, mais elle est peut-être devenue encore plus pour nous, ne serait-ce que parce que Benjamin n'avait pas lu de très près apparemment la traduction de l'Antigone de Sophocle par Hölderlin, qui avait lu plutôt ces traductions de Pindare, qui ne présentaient pas les mêmes caractéristiques. Car ce qui est essentiel dans la traduction de Sophocle par Hölderlin, c'est que cette traduction fasse violence à l'original pour en faire surgir sa vérité tragique, c'est-à-dire sa force parlante originelle. Par exemple, à travers le remplacement systématique des noms des dieux par d'autres nominations, Zeus devient le père de la terre, Arès l'esprit de la guerre, au fil des siècles, l'humanisme mythologisant
avaient recouvert ces noms de significations qui nous les rendaient inaccessibles. En les biffant, la traduction de Hölderlin offre un Darstellung de la parole tragique. Cette Darstellung est nécessairement violence. Que la traduction et la critique doivent faire violence à l'œuvre pour en faire surgir la vérité et de ce fait assurer sa survie, ou goetheéennement sa régénération, Benjamin le savait. Lui qui a écrit n'achève l'œuvre que d'abord ce qui la brise, pour faire d'elle une œuvre morcelée, un fragment du vrai monde, le débris d'un symbole. Toutefois, dans le paragraphe qui nous occupe, Benjamin n'explore pas encore le rapport de l'original à la traduction, qui apparaît comme Darstellung, bien plutôt considérant la traduction comme phénomène vital, cherche-t-il à déterminer sa finalité. Ainsi, la traduction a-t-elle en dernier ressort pour finalité l'expression du rapport le plus intérieur, innersten, entre les langues. Tournant presque brutal, il n'est plus question des œuvres, mais des langues. Tournant nécessaire puisque la traduction est Darstellung, de la vérité de l'œuvre, par le transfert interlangue, et que cette vérité de l'œuvre est inscrite dans son rapport à la langue, sa langue. Le rapport le plus intérieur entre les langues, qu'est-ce à dire? Et l'expression Ausdruck de ce rapport. Nous en savons assez pour considérer qu'ici, Ausdruck et Darstellung sont synonymes, ou plus précisément, que l'expression n'est pas en son fond l'extériorisation de quelque chose d'intérieur, mais la présentation de quelque chose de caché. La finalité de la traduction est donc la révélation d'un rapport entre les langues, entre la langue traduite et la langue traduisante. Cela signifie la traduction et traduction des œuvres, Darstellung de la signification de l'œuvre, et traduction des langues, Darstellung du rapport entre deux langues, du rapport d'intimité et donc de distance selon la loi de Linnigkeit entre deux langues. Pensez la traduction comme traduction d'un texte, comme traduction d'une langue. Telle est la croix de toute théorie de la traduction, car il n'est pas si facile, nous y reviendrons, de penser les deux choses à la fois. Benjamin poursuit, elle ne peut pas elle-même révéler ce rapport caché, ne peut pas elle-même le produire, mais le présenter en le réalisant en germe, ou intensivement elle le peut. Ici, chaque mot porte. La traduction ne peut ni révéler, ni produire cette révélation d'intimité entre les langues, mais elle peut la présenter, ou, si l'on prend le terme dans son sens chimique, la dégager. Gardillac traduit herstellen par restituer, mais ce verbe me semble signifier plutôt produire, car ce rapport caché entre les langues n'est pas quelque chose de déjà existant, et il y a une correspondance secrète entre herstellen et darstellen. Et traduction peut donc présenter cette relation en la réalisant, en germe ou intensivement. Keimhaft en germe nous fait penser à un autre terme employé par Benjamin à propos de l'œuvre selon Goethe. Torsenhaft, en torse, à la manière du torse, et de fait, il y a une profonde relation entre le germe et le fragment, comme l'atteste Novalis, avec son recueil de fragments. Blutenstaub, graines de pollen. Chaque fragment ou torse est germe ou graine de pollen. En lui, intensivement, une réalité encore non existante, et pourtant déjà existante, se trouve cachée. Toute grande traduction est le germe de la réalisation de ce rapport intime entre les langues, qui, lui, n'existe pas encore. Mais elle ne peut le réaliser que sur ce mode, le mode du germe et du fragment. Pour nous, cela veut dire la traduction et fragment est l'une des formes de l'écriture fragmentaire, de l'écriture torse ou germe. Tel est bien sûr le fondement de la passion romantique pour la traduction et de l'intérêt de Benjamin pour celle-ci. Encore que ni le romantisme ni Benjamin n'aient réussi à penser l'essence fragmentaire de la traduction. Que la traduction appartienne à l'espace du fragmentaire est déjà évident à mille signes extérieurs. Son caractère inachevé, approximatif d'abord, mais aussi la grande difficulté que l'on retrouve dans l'histoire de la traduction à parvenir à des traductions complètes d'une œuvre, comme si cela allait contre le sens même de l'acte de traduire, comme si la traduction intensive d'un fragment d'œuvre valait plus que la traduction extensive du tout de l'œuvre, comme si le tout traduire faisait problème. Fragmentaires elles-mêmes sont la plupart des traductions romantiques. Oui, tout se passe comme si la visée propre de la traduction
caché du reste traducteur, ne pouvait s'accomplir que sur le mode fragmentaire Torsen Haft et ou Keim Haft.